Bonjour à tous, c'est Corentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Amateur de montres. Dans cette vidéo, je vous propose une comparaison entre 4 montres qui ont des prix totalement différents. On part d'une montre qui vaut moins de 300 euros à une montre qui vaut plus de 3000 euros. À chaque fois, quasiment, on double la valeur des montres à chaque fois qu'on passe d'une montre à l'autre. Donc ce que j'avais envie de faire, c'est de vous montrer un petit peu la différence de qualité, la différence de technique aussi qu'il peut y avoir entre une montre entrée de gamme à 300 euros et une montre qu'on peut quand même considérer comme étant plutôt haut de gamme, voire très haut de gamme, à plus de 3000 euros. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si c'est le cas. On se retrouve tout de suite pour la comparaison. Voilà, on est en face des 4 montres. Je ne l'avais pas précisé, mais c'est bien sûr 4 montres de plongée. Alors, ça me paraît obligatoire, beaucoup plus intéressant et utile de vous présenter et de vous comparer 4 montres de plongée, puisque si je vous avais comparé une montre habillée à une montre de terrain en passant pour une montre d'aviateur pour arriver sur une montre de plongée, on est sur des montres qui n'ont pas du tout le même objectif et donc pas du tout les mêmes éléments techniques. Là, sur une montre de plongée, on a vraiment besoin, dans tous les cas, quel que soit le prix, d'une grosse étanchéité, donc d'un boîtier bien robuste, et dans tous les cas, on a besoin d'une lunette unidirectionnelle. Alors là, ça va être intéressant du coup de comparer ces montres, puisque, comme je l'ai dit, on a les mêmes éléments. Et en fait, on va pouvoir voir quelles sont les différences de technique, les différences de finition et de matériaux aussi, pour arriver au même objectif, mais à des prix complètement différents, puisque à ma gauche, on a une Orient Mako 3 Kamasu qui vaut entre 250 et 300 euros neuf. Ensuite, on a une Seiko DIT King Turtle Save the Ocean qui vaut entre 600 et 620. On va ensuite sur une Yema Superman Heritage Blue, montre française, avec un mouvement suisse, vous le verrez, qui vaut entre 1000 et 1200 euros en fonction des réductions, parce qu'il y en a souvent chez Yema. Et en dernier, on a une Tudor Black Bay qui vaut entre 3500 et 3700 euros. Je ne sais pas s'il y a eu une augmentation, mais voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'échelle des prix. En gros, on double entre chaque montre pour passer d'une montre qui vaut 300 à plus de 3500 euros. Donc on fait plus de x10 en fait. Voilà, bah écoutez, on va pouvoir commencer en comparant notamment les boîtiers. Alors, les boîtiers. On va commencer avec cette Orient Mako 3. Sur celle-ci, on fait le choix d'un boîtier classique avec la couronne à 3 heures. On a du polymiroir sur les côtés, on a du brossé sur le dessus et on a un fond de boîte plein vissé. Voilà. Solution classique. On a quelque chose de similaire en termes de travail du métal sur la Seiko à 600 euros. La différence, c'est qu'on n'a pas une forme de boîtier classique, on a un boîtier dit Turtle, puisque ça ressemble tout simplement à la carapace d'une tortue. Mais comme sur la Orient, on a du métal brossé sur le dessus du boîtier, du polymiroir sur les côtés, et on a un fond de boîte vissé. Mais là, par contre, il est gravé au milieu, avec la vague, je ne sais plus le nom de la vague, mais il a une vague de gravé au milieu. Ensuite, sur la Yema, on a un choix un petit peu différent. Alors, on a un boîtier qui est plus un boîtier de skin diver, malgré que ce soit celle qui est, en tout cas, d'afficher la résistance à l'eau la plus forte, 300 mètres. Mais on a un boîtier très fin, qui est totalement polymiroir. Avec, par contre, on peut le voir, un élément un petit peu distinctif sur celle-ci, c'est-à-dire qu'on a un bloc lunette, qui était une innovation, on peut dire, de la part de Yema. On a aussi également un fond de boîte qui est plein mais gravé aussi et très joliment gravé et plus gros hein, que sur la gravure de la Seiko. Alors, ce que j'ai à dire déjà, moi j'aime pas trop ce choix d'avoir un dessus de corne polymiroir puisque ça se raye très facilement. C'est pas forcément idéal pour une Tool Watch. Mais voilà, niveau boîtier, en tout cas, choix un petit peu différent sur celle-ci, avec beaucoup de polymiroir. Sur la Tudor, on retrouve les mêmes choix que sur la Seiko et la Orient, c'est-à-dire qu'on a du brossé sur le dessus, alors ça se voit très peu avec la lumière, mais on a du brossé sur le dessus des cornes, on a un chanfrein sur le côté du boîtier, ce qui est un peu compliqué à faire, et on a du polymiroir sur les côtés. Alors pour le fond de boîte, on a un choix
similaire aux autres, hein, c'est-à-dire qu'on a un fond plein à la Rolex, puisque Tudor, c'est une marque du groupe Rolex, et un système d'ouverture qui est très différent en fait de chez Seiko d'Orient, et même celui d'Iema, puisqu'on a beaucoup de petits crans comme ça pour la dévisser. Voilà. Petite différence sur celle-ci, alors il y en avait aussi sur la Seiko. Sur la Seiko, on avait la couronne à 4 heures, hein, une spécialité un petit peu très Seiko, de chez Seiko. Ici, on n'a pas de protège couronne pour la couronne, donc elle est dans un style un peu plus vintage. Alors, on pourrait se dire, ils sont radins, ils n'ont pas mis de protège couronne. Non, c'est surtout pour donner un style beaucoup plus affirmé et vintage que sur ces deux-là, par exemple. Voilà, c'est-à-dire plus années 50-60, où il n'y avait à l'époque pas vraiment de protège couronne. Pour ce qui est donc de la lunette, on est sur 3 lunettes 120 clics, je crois. Et ici, on est sur une lunette 60 clics, donc c'est-à-dire qu'il y a moins de crans sur celle-ci que sur les 3 autres. Ici, on est sur une lunette donc avec un insert en aluminium, il me semble. On a une petite bille de luminescence incrustée donc à 12 heures. Pour la Seiko, on a une lunette donc avec un insert en céramique, donc beaucoup plus résistant aux rayures que sur la Orient. Donc un élément qui vaut plus cher à faire. Voilà, on a le même technique donc avec une bille de luminescence incrustée dans un triangle à 12 heures. Alors on peut voir que c'est pas vraiment bien aligné entre, vous voyez, au bout de mon doigt, l'index luminescent, le chemin de fer des minutes et la lunette, il y a un petit truc pas très bien aligné. Alors sur l'Orient, c'est pas le cas, c'est très très bien aligné. Et puis on peut vraiment parfaitement l'aligner, même la lunette. Donc voilà, c'est un matériau plus noble sur la Seiko que sur l'Orient, mais c'est un peu moins bien fini. Étonnamment, mais alors je pense que c'est peut-être un peu de chance aussi et de malchance, hein. C'est pas forcément sur toutes les Seiko King Turtle aussi mal alignées, mais sur celle-ci c'est comme ça. Sur la Yema, que je regarde bien, c'est très bien aligné pour le coup la lunette. Alors la lunette c'est encore un autre choix, c'est-à-dire que celle-ci elle a un revêtement en verre saphir, la lunette. Donc là, c'est encore un choix technique différent. Par contre, là, il manque quelque chose pour une montre de plongée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bille de luminescence à 12 heures, ce qui fait qu'en fait, on est vraiment sur, en quelque sorte, un peu une skin diver, c'est-à-dire pas vraiment une montre de plongée, même si c'est celle qui normalement affiche la résistance la plus forte. C'est-à-dire que sans luminescence à 12 heures, en réalité, vous ne pouvez pas faire de plongée, puisque vous ne savez pas une fois dans l'obscurité, comment est positionnée votre lunette. Enfin, c'est très embêtant, du coup, on ne peut pas vraiment faire de plongée. Et ça, c'est un gros défaut de cette Yema. Ensuite, pour ce qui est de la Tudor, on est on est sur une lunette qui a un petit défaut d'alignement aussi. Donc à 3000 €, c'est quand même un petit peu embêtant. En fait, c'est l'insert qui n'est pas parfaitement bien aligné avec le reste. Par contre, là, on peut voir que la bille de luminescence est vraiment en volume et pas incrustée. Et en plus de ça, elle est cerclée, il me semble, dans de l'or, hein. Donc c'est de l'or. Oui, il me semble, hein. Alors là, je vois pas bien si c'est or, mais en tout cas, c'est un petit peu mieux travaillé que sur les deux autres au niveau de la bille de luminescence à 12 heures. Lunettes 60 clics, donc un petit peu différent, un peu plus vintage dans le style. Par contre, la lunette, elle est extrêmement bien lisible. Je trouve ça un peu plus qualitatif que sur celle-là, notamment. C'est vrai que quand on regarde les lunettes comme ça, pour moi, celle qui est clairement la moins qualitative, c'est celle-ci. Pas de bille, une police d'écriture un peu. Voilà, en tout cas, c'est moins joli. Voilà. Et puis, c'est moins réussi techniquement puisqu'on n'a pas la bille. Si on passe maintenant au cadran, là, c'est un gros travail quand même, le cadran. C'est très compliqué pour voir des différences de qualité quand on les regarde comme ça globalement. Maintenant, si on s'intéresse dans le détail, franchement, je suis impressionné du cadran de la Orient. Il n'y a pas de défaut de finition, en tout cas à l'œil nu, il faudrait regarder avec une loupe pour être plus précis, mais à l'œil nu, il est super bien fini. Les alignements à l'intérieur sont très très bien réalisés. Donc honnêtement, en plus, il est soleillé. Donc vraiment, c'est réussi. On peut voir même qu'on a le jour et la date.
Voilà, on n'a pas de cyclope comme sur... Alors, on est aussi sur un verre saphir comme sur toutes les montres. Donc, pour le coup, maintenant, on arrive sur un certain standard à ce niveau-là, même si d'autres marques ne mettent pas de verre saphir à ce prix-là. Sur la Seiko, c'est un peu différent. On a une luminescence qui est aussi exceptionnelle. Même sur celle-ci, alors les index sont un peu plus petits que sur elle, mais la luminescence est vraiment très bonne aussi, hein. Voilà. Sur la Seiko, c'est un peu différent. On a un Réo. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est un Réo pour, les minutes à l'intérieur du cadran qui est en volume et pas juste peint. Par contre, on a des alignements qui sont un petit peu douteux, hein, comme on peut le voir au bout de mon doigt. Chose intéressante que certains trouvent que c'est un défaut d'ailleurs, c'est on a un cyclope, donc c'est-à-dire une loupe au niveau du jour et de la date. Donc ça peut embêter un petit peu la lisibilité à des moments. Bon, ça fait un peu plus to watch du coup. On peut voir qu'elle est certifiée Diver 200. Alors on va pas le voir à la caméra, surtout que... Ah si, on le voit. On peut voir qu'on a une texture de cadran très intéressante avec une imitation des vagues et on a ensuite des raimentas qui sont l'ombre des raimentas à l'intérieur. Donc il y a un vrai travail au niveau de la texture du cadran. Par contre, il y a un vrai problème au niveau des alignements pour le coup. Donc c'est embêtant, hein, puisque certes, on n'a pas le travail de texture, même s'il est soleillé, mais on n'a aucun défaut sur celui-ci. Au niveau de la Yema, on a aussi un cadran soleillé très sympathique. On a des index qui ont un vrai relief, on peut le voir. On a aussi un verre en forme de dôme, ce qu'on n'a pas sur les autres. On n'a pas le jour, on n'a que la date. C'est pas plus mal sur une montre de plongée, honnêtement. Le cadran est très très propre, hein, sur cette Yema. J'ai jamais constaté de défaut d'alignement ou quoi que ce soit sur la Yema. Et le verre saphir, ça apporte vraiment... Enfin, ça apporte rien en soi, mais ça ajoute quelque chose quand même. C'est très sympa d'avoir ce verre bombé en saphir. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le fait que ces index soient en relief comme ça, c'est très qualitatif. Le petit défaut par contre, quand on considère que c'est une montre de plongée, c'est que là encore la luminescence, hein. Autant il n'y a pas de luminescence sur la lunette, autant à l'intérieur du cadran, ils sont trop fins. Les index, on les voit très peu. Et même j'ai l'impression que ça dure pas très longtemps, c'est beaucoup moins visible que sur les autres. Donc voilà, l'augmentation de qualité, on la voit... Oui et non, oui, il n'y a pas de défaut d'alignement. Par contre, niveau luminescence, ça laisse un petit peu à désirer. Au niveau de la Tudor, c'est extrêmement propre au niveau des alignements à l'intérieur du cadran. Et puis, chose différente, hein, les aiguilles sont en or. Le contour des index est également en or. La luminescence est exceptionnelle, mais en soi, comme sur celle-ci. Voilà, c'est à peu près la même même temps de brillance et même brillance en soi. Voilà, donc là, là où on voit qu'elle est beaucoup plus chère que les autres, finalement, c'est au niveau des matériaux de l'or et des alignements où c'est absolument parfait, quoi, hein. Voilà, c'est là qu'on voit qu'elle est plus qualitative que les autres. Mais par contre, on n'a aucun effet soleillé, on est sur un fond mat. Et il n'y a pas de texture non plus de cadran. Voilà. Là, c'est surtout le matériau qui montre qu'on est sur une montre beaucoup plus qualitative. Alors, vous pouvez voir quand on fait de l'ombre que la luminescence, on la voit sur les trois, hein, mais sur les Yema, pas trop. Voilà. On va maintenant parler du mouvement. Alors, le mouvement. La Orient Mako 3, alors les 4 ont des mouvements automatiques, mais les 4 ont 4 mouvements différents. Mouvement manufacture, mouvement qui n'est pas manufacture, donc qui est pris dans une autre entreprise que la marque, c'est pas la marque qui fait son mouvement, et mouvement manufacture sur la Tudor. Sachant que le manufacture, c'est pas un argument, enfin c'est bien, hein, mais en soi il y a des mouvements qui sont pas manufacture, qui sont meilleurs que des mouvements manufacture. Par exemple, des fois, à 3000 €, il y a des montres qui n'ont pas de mouvement manufacture, mais ce sont de très bons mouvements aussi. C'est juste que ce sont des mouvements qu'on retrouve dans d'autres marques. Alors, au-delà de ça, on est sur un Orient F6922 sur celle-ci. C'est un mouvement automatique à 21 600 alternances, donc avec 40 heures de réserve de marche, qui a une tolérance donnée par la marque.
Enfin, donné par la marque. En tout cas, je l'ai vu sur Internet, c'est moins 15, plus 25. Donc c'est une base, ok. On va voir ce que proposent les autres. Sur la Seiko, on est sur un mouvement 4R36. Alors c'est soit 35, soit 36 chez Seiko. 36 veut dire qu'on a le jour en plus. 35, il n'y a que la date. Le mouvement 4R35-36, le 4R de chez Seiko, c'est un mouvement très entrée de gamme, qui vaut à peu près le même prix que celui de la Orient. D'ailleurs, on est à moins de 50 € le mouvement. C'est un mouvement qui a une tolérance catastrophique annoncée par la marque entre moins 35 et plus 45. C'est moins bon pour le coup que celui de la Orient. Après, c'est le réglage surtout qui fait la différence, mais moi, c'est ma montre la moins précise de ma collection. Celle-ci, elle tourne à plus 0,5 de ce que j'ai mesuré, ce qui est exceptionnel. Celle-ci, elle tourne à moins 15 secondes par jour. Donc, il y a les tolérances annoncées par le constructeur, puis après, il y a le réglage fait par l'horloger. C'est un mouvement qui a aussi 40-41 heures de réserve de marche, donc on est aussi à 21 600 alternances. Donc, c'est deux mouvements qui sont extrêmement similaires pour le coup. Il n'y a pas de gain de qualité entre les deux, pour être honnête. Ensuite, sur l'Aiyema Superman, on est sur un mouvement Sellita SW200-1. Alors, je ne sais pas le grade qu'utilise Yema, mais la mienne, elle a aussi une précision. Je l'ai mesurée sur les 7 derniers jours. Je crois qu'elle était à plus 0,5 aussi. Donc, très précis. Les tolérances, il me semble, sur le SW200, c'est plus 20, moins 20. Enfin, c'est mieux que sur les deux là. Effectivement, on est sur un mouvement qui vaut entre 160 et 220 € suivant le grade, mais je ne sais pas ce qu'utilise Yema à l'intérieur. Donc, mouvement beaucoup plus cher, il est suisse. Donc, voilà pourquoi là, on retrouve vraiment une upgrade en termes de mouvement. Par contre, au niveau des caractéristiques du mouvement, oui, il a des tolérances meilleures. C'est un mouvement, par contre, qui est 4 Hz, donc 28 800 alternances. Donc là, on voit aussi le gain en termes de qualité, même si c'est pas forcément... En fait, c'est pas parce que vous avez plus de fréquences qu'on voit directement le gain, mais en théorie, c'est mieux. Voilà. Et on a aussi 38 heures de réserve de marge, donc similaire aux deux autres. Mais effectivement, comme il est suisse, il est un petit peu plus prestigieux et on le voit notamment au niveau de la précision et grâce au nombre d'alternances par heure. Pour la Tudor, on est sur un mouvement très très différent, beaucoup plus haut de gamme que tous les autres. On est sur un mouvement manufacture donc, avec 70 heures de réserve de marche, qui a également 28 800 alternances. Et voilà, il est spécialement fait pour les Tudor Black Bay à l'origine. Donc voilà, mouvement qui est certifié par le COSC, donc avec une tolérance maximale de -4, +6, et je crois même que chez Tudor, il est mieux réglé que ça. Et moi, effectivement, elle doit tourner, voilà, elle est autour des 0 secondes. Enfin, je sais plus exactement, ça fait un moment que je l'ai pas mesuré, mais effectivement, elle est plus précise et les tolérances données par le constructeur sont plus faibles. Donc, il y a un effort supplémentaire fait sur le mouvement. Voilà, le dernier point qu'on va aborder, c'est les bracelets. Alors là, j'ai les 4 bracelets d'origine pour le coup, 4 bracelets métal. Là, on voit une très grosse différence. Alors, surtout entre les 3 là et celle-ci. Les 2 bracelets qui sont là, j'ai commencé à en parler dans la dernière vidéo sur la Orient. Ce sont globalement les 2 mêmes bracelets. Ah, attendez, je vais tourner pour que vous puissiez... Voilà. Donc, entre les 2 montres qui sont là, ce sont les 2 mêmes bracelets. La différence, alors à 95%, c'est les mêmes bracelets. Les différences, c'est que sur la Seiko, on a un petit peu de polymiroir ici, alors qu'on n'en a pas là. Mais globalement, ça n'apporte strictement rien, vraiment. L'autre différence, on a la marque ici, alors que sur la Seiko, on l'a ici, mais on a le même nombre de micro-réglages, c'est-à-dire 4 sur les deux. On a le même système d'ouverture avec le clapet et les boutons poussoirs. Quelles autres différences? Oui, on a une extension de plongée sur la Seiko, mais c'est d'une qualité tellement cheap sur les deux que franchement, ils auraient peut-être pu ne pas la mettre sur celle-ci et mettre un bracelet un peu plus qualitatif. Globalement, ça sert à rien en fait. Clairement, à part si tu fais vraiment de la plongée, mais après tu peux mettre un bracelet NATO en fait. Donc voilà.
Et la grosse différence entre les deux, la plus grosse différence entre les deux finalement, c'est le système de barre pour tenir les maillons. C'est un système extrêmement casse-pied sur celle-ci, que moi j'ai pas envie de toucher, mais que la vendeuse, quand elle m'a vendu la montre, a galéré, ce qui fait que le bracelet partit en SAV, etc. Enfin, le système de barre qui tient les maillons dans celle-ci, c'est une catastrophe, hein. Au moins sur celle-ci, on a quelque chose de simple qui tient les maillons, donc c'est moins embêtant. Donc finalement, on a un élément technique et l'extension de plongée en plus sur la Seiko par rapport à l'Orient, mais la qualité de bracelet est la même, vraiment. Donc pas vraiment de gain entre les deux. Sur la Yema, alors, la Yema, j'ai l'impression, c'est vrai, hein, elle est peut-être un peu survendue au niveau du prix. Alors, survendue, oui et non, hein, le mouvement a une énorme importance dans le prix de la montre. Mais au niveau des finitions, là, le bracelet, on a également 4 micro-réglages. On a le rabat, on n'a pas de bouton poussoir, mais il faut vraiment forcer, hein, pour l'ouvrir, donc c'est pas plus ou moins qualitatif. Mais voilà. Si, pour l'ouvrir, il faut un petit peu plus de force sur celui-ci, mais c'est pas plus mal, hein, sur une montre de plongée, hein. Par contre, il est beaucoup plus fin. Alors, est-ce que s'il est plus épais ou plus fin, ça montre une qualité ou pas en plus? Je pense pas. C'est juste que pour le style de la montre, c'est mieux qu'il soit un peu plus fin, sachant qu'on a un entrecorne plus fin et au niveau de la boucle, quelque chose de plus fin. Voilà. Niveau qualité, il est pas mieux en tout cas. Enfin, ouais, non, il est pas mieux, puisqu'en plus on a du polymirror en plein milieu, ce qui est ce qui prend énormément les rayures. Donc voilà, on n'a pas un gain énorme en termes de qualité, bien qu'il soit très différent par rapport aux deux autres. Maintenant, on passe au dernier bracelet, le bracelet de la Tudor Black Bay, qui est un bracelet exceptionnel. Voilà, qui est un bracelet Oyster, d'une très très bonne qualité. Déjà, au niveau des finitions, on peut voir que là, le fermoir, il est aligné, il y a on voit qu'il y a plein de références au bouclier Tudor. Voilà, il est de très bonne qualité. L'ouverture, voilà, il faut un peu forcer. Tout est très précis. On peut voir qu'il y a marqué Tudor ici. Il n'y a que 3 micro-ajustements pour le coup sur celle-ci. Il y a un petit élément alors qui est un peu critiqué, mais c'est en plus, hein, il y a des faux rivets ici. Ils n'étaient pas obligés de le faire, ils l'ont fait. Voilà, le bracelet, il y a pas de jeu, il est extrêmement qualitatif vraiment, et puis surtout il y a que du brossé, ce qui est beaucoup plus logique sur une montre de plongée en fait. Donc voilà, là on voit clairement la différence de qualité sur le bracelet. En fait là, clairement le bracelet vaut le prix de ces deux montres en fait, donc c'est logique. Voilà, on va conclure. Allez, donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, je vais commencer par une banalité, c'est de dire que c'est pas parce qu'une montre est plus chère qu'une autre euh, qu'elle vous donnera plus de satisfaction et de plaisir. Et ensuite, c'est pas non plus parce qu'elle est plus chère qu'une autre qu'elle sera objectivement meilleure qu'une autre. Euh, Typiquement déjà, quand on regarde les deux premières, le, le- le- le gain de qualité, de finition, d'alignement, de matériaux, etc., il n'est pas flagrant. Globalement, la seule chose qu'on a véritablement en plus, euh, c'est euh, c'est la lunette céramique par rapport à la lunette alu. Mais c'est quand même assez minime, hein. Sur les autres plans, que ce soit le mouvement, le bracelet, on voit pas franchement un gain, on voit pas franchement beaucoup de gains en fait. Pour elle, qui est quand même 4 fois plus chère que elle, 2 fois plus chère que celle-ci, euh, vraiment j'ai l'impression qu'on paye quand même pas mal la renaissance d'une marque historique française. C'est-à-dire, et que on paye aussi quand même le prestige du mouvement suisse. Mais concrètement, hein, en termes de qualité de finition, de matériaux, etc., on est assez proche des deux autres, hein. Le bracelet est pas forcément meilleur que celui des deux autres. Euh, la qualité du cadran et de la lunette, oui, les alignements sont très bons pour le coup, mais il manque par exemple la bille de luminescence à 12 heures, qui est pourtant un élément obligatoire pour être une montre de plongée. Donc
Voilà, on paye surtout la réédition d'un modèle vraiment historique et iconique d'une marque, plutôt qu'un gain en qualité vraiment énorme. D'ailleurs, on peut le voir hein, sur les versions qui ont le mouvement maison de Yema, qui est un mouvement moins prestigieux hein, que le mouvement suisse. Les nouvelles Yema qui ont le mouvement maison sont beaucoup moins chères. Donc, en grande partie, le prix du mouvement hein, dans le prix de cette montre. Pour la Tudor, c'est un petit peu différent. Il ne faut pas quand même oublier qu'elle est 12 fois plus chère que la Orient, 6 fois plus chère que la Seiko, 3 fois plus chère que la Yema. Donc forcément, on voit quand même pas mal la différence. Au moins sur 2 points, c'est flagrant. Le bracelet et le mouvement. Et même sur tout ce qui est boîtier, cadran, lunettes, on a quand même des choix qui sont plus haut de gamme, notamment les matériaux pour ce qui concerne les index, les aiguilles en or, même le cerclage de la perle luminescente à 12 heures de la lunette. Puis voilà, le chanfrein par exemple sur le boîtier. Et puis même, quand ils mettent pas un matériau supérieur comme l'insert de lunette en céramique, là il est en aluminium. Malgré tout, en fait, c'est dans un choix cohérent pour le style de la montre. Ils ont choisi de faire un style vintage et donc ils gardent quand même une lunette comme ça, pas en céramique, parce que sinon, à brillant, ça serait vraiment pas réussi en fait. Et pareil, s'ils mettent pas de protège-couronne, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas le budget ou qu'ils voulaient pas avoir un coût supplémentaire. Non, c'est vraiment parce que c'est lié à un modèle historique hein, qui avait une grosse couronne et pas de protège-couronne à la fin des années 50. Donc voilà, c'est très cohérent, c'est très réussi. Ensuite, au niveau du mouvement, évidemment, on est sur un mouvement manufacture. Alors vous allez me dire, comme sur les deux japonaises, mais la différence, c'est que là, on est sur des mouvements manufacture entrée de gamme à 50 balles. Là, on est sur un mouvement manufacture haut de gamme, très précis et certifié par le COSC, ce qui est du coup une certification qui a un coût. Donc voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus haut de gamme. Au niveau du mouvement, c'est incomparable. Et même au niveau du bracelet, on est sur un bracelet beaucoup plus haut de gamme où il y a extrêmement peu de jeux et avec des finitions très élevées et pareil, un design de fermoir bien plus abouti que sur les autres. C'est plutôt la fonction qui prime au design. Là, il y a la fonction couplée au design, hein, ce qui est bien plus haut de gamme que les autres. Donc voilà, je pense qu'après cette vidéo, bah, vous avez quand même un point de vue, je pense, un peu plus évolué hein, si vous n'avez pas ce type de montre. En tout cas, vous pouvez faire, je pense, plus facilement votre choix. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas forcément le prix qui détermine la qualité d'une montre. Hein. On peut le voir notamment sur les 3 premières. Après, effectivement, quand on met beaucoup plus cher, c'est sûr qu'on a quelque chose de plus fini et de plus haut de gamme. Mais voilà, on peut très bien se faire énormément plaisir avec une Orient Mako 3 Kamasu qui est... qui, moi, me satisfait énormément alors que j'ai une Tudor qui vaut 12 fois son prix. Je veux dire, quand une montre est cohérente, quel que soit le prix, bah, on a quelque chose de bien. Quand on a parfois, effectivement, sur la Yema, des choix qui sont un peu moins, comment dire, où on paye peut-être un peu plus le côté réédition d'une montre historique, on en a un petit peu moins, je trouve, dans les matériaux et dans les finitions pour son argent. Mais voilà, après, ça dépend, c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder chaque modèle vraiment en détail quand on veut l'acheter, et pas juste se fier sur le prix. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura aidé à mieux voir les différences entre ces montres-là. Et voilà, je vous dis, si c'est le cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, très important, la cloche. Et puis vous pouvez commenter, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à la prochaine, portez bien vos montres. Ciao tout le monde.